Le 28 février 2022 restera gravé dans les manuels d'histoire économique comme le jour où l'architecture financière mondiale, patiemment construite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est fracturée de manière irréversible. Ce matin-là, dans le silence feutré des banques centrales occidentales, une décision sans précédent a été prise. Le gel de plus de 300 milliards de dollars d'avoirs souverains de la Fédération de Russie. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les réserves de change d'une puissance nucléaire censée être le sanctuaire inviolable de la richesse nationale ont été transformées en néant numérique par un simple trait de plume à Washington et à Bruxelles. Ce geste, conçu comme une option nucléaire financière pour paralyser l'économie russe, a envoyé une onde de choc bien au-delà de Moscou. Il a traversé Pékin, New Delhi, Brasilia et Riyad avec la clarté d'un ultimatum. Si vous détenez des dollars, vous ne possédez pas votre richesse. Vous possédez une permission d'utiliser la monnaie de votre rival, une permission qui peut être révoquée à tout moment. Ce moment a marqué la fin de l'illusion de la neutralité du dollar. Jusqu'alors, le billet vert était perçu comme un bien public mondial, une infrastructure indispensable au commerce, comparable aux océans ou à l'atmosphère. Mais en militarisant sa monnaie de réserve pour régler un conflit géopolitique, l'Amérique a franchi le Rubicon. Elle a démontré au monde entier que le système SWIFT et les bons du Trésor américain n'étaient pas des instruments de marché neutre, mais des armes de coercition politique. La réaction ne s'est pas fait attendre. Dans l'ombre, une alliance hétéroclite de nations, représentant plus de 40% de la population mondiale et une part croissante du PIB global, a accéléré un projet titanesque, la dédollarisation de l'économie planétaire. Ce n'est plus une simple diversification de portefeuille. C'est une guerre de survie pour la souveraineté. Nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'un front commun, les BRICS+, déterminé à briser le privilège exorbitant des États-Unis. Ce conflit ne se joue pas avec des chars ou des missiles, mais avec des pipelines, des réserves d'or, des monnaies numériques de banques centrales et des accords commerciaux bilatéraux. L'enjeu est colossal, le contrôle des flux vitaux de l'énergie et des matières premières. Si le dollar perd son statut de monnaie de réserve hégémonique, c'est toute la structure de la puissance américaine, financée par un déficit perpétuel que le reste du monde accepte d'absorber, qui risque de s'effondrer, entraînant avec elle le niveau de vie occidental. Ce documentaire vous plonge au cœur de cette guerre monétaire totale, là où se dessine le nouvel ordre mondial, loin des regards du grand public. Chapitre 1. L'architecture de l'empire invisible. Pour comprendre la violence de la révolte actuelle menée par les BRICS, il faut d'abord saisir l'ampleur de la domination qu'ils cherchent à renverser. L'hégémonie du dollar n'est pas simplement une question de billets de banque circulant dans des valises, c'est une toile d'araignée juridique et technologique qui enveloppe chaque transaction commerciale sur Terre. Lorsqu'une entreprise indienne achète du pétrole saoudien, ou qu'un négociant brésilien vend du soja à la Chine, la transaction, bien que n'impliquant pas les États-Unis, transite presque systématiquement par une banque correspondante à New York. C'est ce qu'on appelle la compensation. Le dollar est le langage universel du commerce, et les États-Unis en contrôlent le dictionnaire et la grammaire. Ce système confère à Washington ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait avec amertume le privilège exorbitant. Contrairement à toutes les autres nations qui doivent produire des biens ou des services pour obtenir des devises étrangères afin d'importer ce dont elles ont besoin, les États-Unis n'ont qu'à imprimer leur propre monnaie. Ils échangent du papier, ou plus précisément des écritures numériques créées ex nihilo, contre le travail, les ressources naturelles et la production industrielle du reste du monde. Ce mécanisme permet à l'Amérique de maintenir des déficits commerciaux et budgétaires abyssaux, finançant sa machine militaire tentaculaire et sa consommation intérieure, avec l'épargne de ses rivaux géopolitiques, notamment la Chine et les pays producteurs de pétrole qui réinvestissent leurs excédents en bons du Trésor américain. Mais ce privilège s'accompagne d'un pouvoir de surveillance et de sanctions absolues. Le système SWIFT, basé en Belgique mais sous influence américaine, et le système CHIPS à New York, agissent comme un panoptique financier. Washington peut voir, traquer et bloquer n'importe quelle transaction jugée contraire à ses intérêts de sécurité nationale. C'est cette extraterritorialité du droit américain, imposée par le dollar, qui est devenue insupportable pour les puissances émergentes. L'idée qu'un juge ou un bureaucrate à Washington puisse paralyser un contrat énergétique entre deux nations souveraines à l'autre bout du monde est le moteur psychologique et politique de l'alliance BRICS. Ils ne cherchent pas seulement une alternative économique, ils cherchent à échapper à la juridiction américaine. Cependant, le système dollar repose sur la confiance. Une confiance qui stipule que la devise la plus liquide du monde sera toujours disponible et sûre. En gelant les avoirs russes, puis en menaçant de faire de même avec quiconque violerait les sanctions secondaires, les États-Unis ont brisé ce pacte de confiance. Ils ont transformé le dollar d'un actif sans risque en une source de risque politique majeur. Pour Pékin,
Moscou ou Riyad, la question n'est plus « quel est le rendement de mes dollars ?», mais « mes dollars m'appartiennent-ils vraiment ?» La réponse à cette question est en train de redessiner la carte du monde, poussant les puissances du Sud global à construire une architecture parallèle, un filet de sécurité financier hors de portée de l'Occident. Chapitre 2. Les fantômes de Bretton Woods. L'histoire de cette domination et les germes de sa contestation actuelle nous ramènent à l'été 1944, dans le décor majestueux de l'hôtel Mount Washington à Bretton Woods, dans le New Hampshire. Alors que la Seconde Guerre mondiale faisait encore rage, les délégués de 44 nations se sont réunis pour dessiner l'architecture économique de l'après-guerre. C'est ici que le dollar a été couronné roi, mais à une condition stricte. Il serait aussi bon que l'or. Le système promettait que chaque dollar émis serait convertible en métal jaune au taux fixe de 35 $ l'once. C'était la garantie ultime, un frein physique à l'impression monétaire illimitée, assurant au monde que les États-Unis ne pourraient pas abuser de leur position dominante. Pendant 2 décennies, ce système a fonctionné, alimentant la reconstruction et la croissance mondiale. Mais les dépenses impériales américaines, la guerre du Vietnam et les programmes sociaux de la grande société ont commencé à creuser des déficits insoutenables. La quantité de dollars en circulation dans le monde a rapidement dépassé les réserves d'or stockées à Fort Knox. Les nations européennes, la France du général de Gaulle en tête, ont senti l'arnaque. Elles ont commencé à exiger le rapatriement de leur or en échange de leurs dollars excédentaires. Face à cette hémorragie de métal jaune qui menaçait de vider les coffres américains, le président Richard Nixon a pris une décision qui allait changer la face du monde. Le 15 août 1971, lors d'une allocution télévisée, Nixon a suspendu temporairement la convertibilité du dollar en or. Ce choc Nixon a marqué le plus grand défaut de paiement de l'histoire. Du jour au lendemain, le dollar n'était plus adossé à rien de tangible, si ce n'est la confiance dans le gouvernement américain et sa puissance militaire. Le monde est entré dans l'ère des taux de change flottants et de la monnaie fiduciaire pure, fiat. Pour éviter que le dollar ne s'effondre, les stratèges américains, sous la houlette d'Henry Kissinger, ont alors conçu un coup de génie géopolitique, le système du pétrodollar. En 1974, un accord secret a été scellé avec l'Arabie saoudite. Les États-Unis garantissaient la sécurité militaire de la famille royale saoudienne et la survie du royaume. En échange, Riyad s'engageait à vendre son pétrole exclusivement en dollars américains et à réinvestir ses profits, les pétrodollars, dans la dette américaine. L'OPEP a suivi. Soudain, chaque nation sur Terre avait besoin de dollars pour acheter de l'énergie. La demande pour le billet vert était artificiellement verrouillée, garantissant une hégémonie qui semblait éternelle. C'est ce système, né de la trahison de 1971 et consolidé par le pacte de 1974, que les BRICS attaquent aujourd'hui. Ils savent que pour détrôner le dollar, il ne suffit pas d'imprimer une autre monnaie. Il faut briser le lien sacré entre le pétrole et le billet vert. Chapitre 3. La rébellion du Sud global. L'acronyme BRIC a été inventé en 2001 par Jim O'Neill, un économiste de Goldman Sachs, pour désigner les marchés émergents prometteurs, Brésil, Russie, Inde, Chine. À l'époque, c'était un concept marketing pour vendre des fonds d'investissement. Personne n'imaginait que ces lettres deviendraient, 20 ans plus tard, le fer de lance d'une révolution géopolitique. La transformation du concept en alliance politique s'est cristallisée après la crise financière de 2008. Alors que le système bancaire occidental s'effondrait sous le poids de sa propre cupidité et de ses produits dérivés toxiques, les pays émergents ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus confier leur destin à la stabilité financière américaine. La Russie et la Chine, en particulier, ont commencé à poser les bases d'une stratégie de long terme visant à s'affranchir du dollar. Cette stratégie n'a pas été annoncée par des discours fracassants, mais par des mouvements tectoniques dans les bilans des banques centrales. Depuis 15 ans, Moscou et Pékin accumulent de l'or physique à un rythme frénétique, souvent via des canaux non officiels pour ne pas affoler les marchés. Selon les données du Conseil mondial de l'or et les analyses d'experts indépendants, les réserves réelles de la Chine pourraient être bien supérieures aux chiffres officiels déclarés. L'objectif est clair, construire une muraille de Chine adorée, un stock d'actifs tangibles capable de crédibiliser une future monnaie ou un système de règlement commercial, contrairement aux monnaies occidentales diluées par le quantitative easing, la planche à billets. Mais l'or n'est qu'une partie de l'équation. L'autre pilier de la rébellion est technologique et institutionnel. Les BRICS ont créé la nouvelle banque de développement, NDB, à Shanghai, conçue comme une alternative au FMI et à la Banque mondiale, ces institutions jumelles de Washington qui imposent souvent l'austérité et la libéralisation en échange de prêts. La NDB offre des financements sans les conditionnalités politiques occidentales. Parallèlement, la Chine a développé le CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, un rival du SWIFT, tandis que la Russie a mis en place le SPFS.
Bien que ces systèmes traitent encore une fraction du volume mondial comparé au géant occidental, ils constituent les tuyauteries de secours nécessaires pour maintenir le commerce en cas de déconnexion forcée. La guerre en Ukraine a agi comme un accélérateur de particules pour cette alliance. Ce qui était une convergence d'intérêts économiques est devenu un bloc de résistance politique. Le Brésil de Lula, l'Inde de Modi, bien que jouant sur les deux tableaux, et l'Afrique du Sud ont refusé de s'aligner sur les sanctions occidentales. Ils ont vu dans l'isolement de la Russie une opportunité de tester en grandeur nature les mécanismes de commerce hors dollar. Le commerce bilatéral sino-russe a explosé, réglé majoritairement en yuan et en roubles. Pour la première fois, une puissance majeure du G20 a survécu économiquement après avoir été coupée du système dollar, prouvant au reste du monde que la vie après le billet vert était possible. C'est cette démonstration de résilience qui a enhardi les candidats à l'élargissement des BRICS. Chapitre 4. La bataille de l'énergie, la fin du pétrodollar. Si l'or est la monnaie des rois, le pétrole est le sang de l'économie moderne. Et c'est précisément sur ce terrain glissant que les BRICS ont lancé leur offensive la plus stratégique. Pendant 50 ans, le verrouillage du marché pétrolier par le dollar a été la garantie de la demande perpétuelle de billets verts. Mais ce verrou a sauté. Le moment charnière, symbolique et concret, a eu lieu en décembre 2022, lors de la visite historique du président chinois Xi Jinping à Riyad. Accueilli avec un faste impérial, contrastant cruellement avec la réception glaciale réservée quelques mois plus tôt au président américain, Xi Jinping a posé les bases d'un nouveau paradigme, le pétro-yuan. La proposition chinoise aux monarchies du Golfe est d'une simplicité redoutable. La Chine, premier importateur mondial de pétrole, propose d'acheter l'or noir saoudien en yuan. Pour rassurer les vendeurs qui craignent de détenir une monnaie chinoise encore soumise au contrôle des capitaux, Pékin offre une garantie ultime. Le yuan sera convertible en or physique sur le Shanghai Gold Exchange. C'est la boucle pétrole-yuan-or. Ce mécanisme contourne totalement le système bancaire américain. Il permet aux producteurs d'énergie de vendre leurs ressources sans passer par le dollar et de stocker leur surplus en or, un actif souverain insaisissable par Washington. Ce glissement n'est pas théorique. L'Inde paie déjà une partie de son pétrole russe en dirhams émiriens ou en roupies. Le Brésil et la Chine ont signé des accords pour régler leurs échanges agricoles en monnaie locale. Mais l'entrée officielle de l'Iran, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite dans l'orbite des BRICS, invités lors du sommet de Johannesburg en 2023, change la donne mathématique. Ce bloc élargi contrôle désormais une part majoritaire de la production mondiale d'hydrocarbures. S'ils décident collectivement de facturer ne serait-ce que 20% ou 30% de leur énergie dans une autre devise que le dollar, la demande mondiale pour le billet vert s'effondrera mécaniquement. Des milliards de dollars, devenus inutiles pour le commerce international, reflueront vers les États-Unis, alimentant une inflation domestique que la Réserve fédérale ne pourra plus exporter. Chapitre 5. Le piège de la dette américaine. Tandis que les BRICS attaquent l'hégémonie du dollar par l'extérieur via le commerce de l'énergie, les États-Unis sont minés de l'intérieur par une vulnérabilité que leurs rivaux exploitent froidement. La dette. Le privilège exorbitant repose sur la volonté des étrangers d'acheter de la dette américaine, les bons du Trésor, pour stocker leurs réserves. Or, depuis quelques années, nous assistons à une grève des acheteurs. La Chine, autrefois le plus grand créancier de l'Amérique, se déleste de ses bons du Trésor à un rythme soutenu, réduisant son exposition à son plus bas niveau depuis 2009. Elle ne vend pas tout d'un coup pour éviter un krach, mais elle laisse ses titres arriver à échéance sans les renouveler, asséchant le financement de Washington. C'est ici que le piège se referme. Pour financer ses déficits abyssaux, le Trésor américain doit émettre toujours plus de dettes. Si les étrangers, la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite, n'achètent plus, qui le fera ? La réponse est la Réserve fédérale elle-même, ou les institutions domestiques américaines, mais pour acheter cette dette, la Fed doit créer de la monnaie, ce qui génère de l'inflation. Les États-Unis sont coincés dans ce que les économistes appellent la dominance fiscale. Ils sont obligés de choisir entre sauver leur monnaie, en montant les taux, ce qui fait exploser le coût de la dette et risque de provoquer une faillite bancaire, ou sauver leur État en imprimant de l'argent, ce qui détruit la valeur du dollar. Les stratèges des BRICS ont compris ce dilemme, connu sous le nom de dilemme de Triffin. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de détruire le dollar militairement. Il leur suffit d'arrêter de le subventionner. En se retirant progressivement du marché de la dette américaine, ils augmentent la pression sur les taux d'intérêt aux États-Unis, rendant le service de la dette insoutenable. Ils dépassent désormais le budget de la défense américaine. C'est une guerre d'usure financière. Les BRICS parinent que le système américain craquera sous son propre poids avant qu'une alternative parfaite ne soit prête. Ils accélèrent simplement l'inévitable correction historique d'une puissance qui a vécu au-dessus de ses moyens pendant 50 ans.
Chapitre 6. L'accélération. Le projet M-Bridge et la route de la soie. L'offensive finale de cette guerre monétaire est technologique. Si le SWIFT est l'arme de l'ancien monde, les monnaies numériques de banque centrale MNBC sont celles du nouveau. La Chine, très en avance avec son e-yuan, pilote un projet révolutionnaire baptisé M-Bridge, multiple CBDC Bridge, en collaboration avec la Banque des règlements internationaux, la Thaïlande, Hong Kong et les Émirats arabes unis. Ce projet vise à créer une plateforme où les banques centrales peuvent échanger leur monnaie numérique directement en quelques secondes, sans passer par aucune banque correspondante américaine. C'est la menace existentielle ultime pour le dollar. Avec M-Bridge, une entreprise thaïlandaise peut envoyer des bahts numériques qui sont instantanément convertis en dirhams numériques pour payer un fournisseur à Dubaï. Le dollar disparaît totalement de l'équation. Il ne sert plus ni d'intermédiaire, ni d'unité de compte, ni de réserve de valeur. Ce système rend les sanctions américaines techniquement impossibles à appliquer, car Washington n'a aucune visibilité sur la blockchain privée gérée par ses banques centrales. C'est l'invisibilisation des flux financiers pour l'Occident. Cette infrastructure numérique se double d'une infrastructure physique, les nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative. La Chine ne se contente pas de prêter de l'argent, elle construit les ports, les chemins de fer et les réseaux électriques du Sud global. En échange, elle demande que le commerce généré par ces infrastructures soit libellé en yuan. L'Afrique, l'Asie du Sud-Est et une partie de l'Amérique latine sont progressivement intégrés dans une sphère d'influence économique où le standard technologique et monétaire est chinois. L'expansion des BRICS à des pays clés comme l'Égypte, qui contrôle le canal de Suez, ou l'Éthiopie, siège de l'Union africaine, n'est pas un hasard, c'est une stratégie de contrôle des nœuds logistiques du commerce mondial. Le but est de créer un circuit fermé, autosuffisant, où les marchandises, l'énergie et l'argent circulent librement hors de portée de la marine et du trésor américain.